Bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Le colonialisme de peuplement désigne une forme de colonisation où les colons s'installent de manière permanente dans des territoires conquis. Ce type de colonialisme est-il en train de s'imposer aujourd'hui sous une forme sournoise, mais non moins grave au vu du contexte géopolitique actuel qui se joue devant nous? Nous tenterons ce soir, bien sûr avec vous, de comprendre ce qui se joue sous nos yeux, ou du moins d'en déchiffrer les véritables enjeux de ce recentrage capitaliste avec notre invité que nous allons découvrir tout de suite. Voilà, comme je vous le disais, nous recevons ce soir et en exclusivité, bien sûr, sur notre chaîne Saïd Bouamama, sociologue, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages dont nous citerons quelques-uns ce soir, figure de la révolution africaine, manuel stratégique de la Palestine ou encore et du Moyen-Orient ou encore plus que jamais d'actualité ce thème d'ailleurs, ou l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, les discriminations racistes, une arme de division massive, planter du blanc, chronique du néocolonialisme. Voilà un peu quelques-uns de vos ouvrages, bien entendu, Saïd Bouamama. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Saïd Bouamama, vous êtes également, il faut le rappeler, éditorialiste. Vous faites des articles et des essais sur votre blog. Saïd Bouamama, le dernier article que vous avez publié en date fut celui, bien sûr, du colonialisme de peuplement à la lumière de Frantz Fanon. La question qui se poserait comme ça d'emblée et de prime abord, pourquoi cette question de dépeuplement, de colonisation, selon la vision de Frantz Fanon? Frantz Fanon a été un des premiers à souligner que ce qui arrivait en Algérie en termes de violence et de radicalité de la violence coloniale n'était pas le fait de mauvais gouvernants, mais le fait d'un système social et politique et d'un projet politique qui était le colonialisme de peuplement. Il soulignait en particulier, et l'actualité malheureusement nous le démontre une nouvelle fois, en particulier que le colonialisme de peuplement portait une dimension inévitablement génocidaire, qu'il était consubstantiellement génocidaire et que par conséquent, en fonction des rapports de force, dès que le rapport de force le permettait, le génocide s'accélérait. C'est malheureusement ce que vit aujourd'hui le peuple palestinien, où dans le contexte du rapport de force actuel, eh bien, il y a une accélération d'un génocide qui a commencé dès 1948. François Hollande soulignait l'importance de ce type de colonisation par rapport à d'autres types de colonisation, parce qu'il indiquait que dans ce type de colonisation, ça n'était ni la morale, ni les bons discours qui pouvaient arrêter les génocides, mais juste le rapport de force et la mobilisation du peuple colonisé. Oui, très bien. Alors, Saïd Bouamama, cette question a été abordée, il faut le dire, par plusieurs militants anti-impérialistes, sud-africains ou même sud-américains. Vous, aujourd'hui, vous avez un petit peu relancé ce débat de ce qu'on appellerait ce colonialisme de peuplement, qui est très d'actualité, parce qu'il faut le dire, avec tout le contexte de déstabilisation auquel on assiste en ce moment sur le plan géopolitique. Absolument. Nous vivons une période particulière dans laquelle, pour la première fois depuis les débuts de l'impérialisme ou du capitalisme, nous avons une puissance qui s'estime devoir être la seule, qui prétend à l'hégémonie, qui est installée dans son hégémonie et qui refuse toute transformation. Or, cette puissance, elle est confrontée à une montée d'un monde multipolaire qui réclame plus de justice et qui réclame des règles internationales plus équitables. Et pour maintenir son hégémonie, on a aujourd'hui, du côté du camp occidental, des pratiques que l'on pensait révolues, des pratiques d'ingérence directe, des pratiques de déstabilisation, des pratiques comme en Palestine de négation d'un peuple entier. Et donc, il y a deux dimensions du colonialisme qui sont d'une actualité brûlante, celle de peuplement, et on le voit en Palestine, mais aussi un autre type de colonisation dont on parle peu, qui est ce que j'appelle dans mes travaux le colonialisme collectif. C'est lorsqu'un État colonise pour le compte de toute une série de puissances. Israël est l'exemple même de ces deux colonialismes. Il est à la fois de peuplement et à la fois il est un colonialisme collectif, c'est-à-dire qu'il est en réalité
un gérant local d'intérêts de grandes puissances extérieures, et que c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a une impunité quasi totale de la part de ces puissances qui continuent à l'armer malgré les faits génocidaires. C'est vrai qu'on est en droit de se poser quand même la question dans ce concept même de colonialisme, de peuplement. Par exemple, ce concept en lui-même s'appliquerait-il par exemple à la question ou au modèle Razaoui comme il s'appliquerait par exemple à l'Ukraine, où y a-t-il quand même des différences de taille? Il y a des différences. Il y a des différences. En Ukraine, il n'y a pas de projet de remplacer un peuple par un autre. Tout à fait. En Israël, il y en a un. Ceci dit, il y a aussi des points communs, de nombreux points communs. Et donc, on est dans une période dans laquelle les formes du colonialisme empruntent à différents modèles antérieurs, et ça donne la situation actuelle entre ce que l'on tente en Iran, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. On a différents modèles qui se mettent en place, mais qui courent tous vers la même dynamique, qui est la tentative de nier le droit à l'autodétermination. Plus proche de notre pays, on a également la question du Sahara, qui correspond de nouveau à du colonialisme de peuplement, et qui est un colonialisme qui, en réalité, on va tenter de nier l'existence du peuple sahraoui en favorisant l'émigration de Marocains vers le Sahara. Oui, justement, Saïd Bouhamama, le colonialisme de peuplement auquel vous faites allusion et qui est donc cité également par Frantz Fanon dans ses écrits, qu'on croyait quand même révolu lorsqu'on a assisté par exemple à la guerre d'Algérie, c'est vraiment l'exemple parfait de ce concept. On croyait que ce genre de concept, si vous voulez, était révolu. L'est-il vraiment, surtout aujourd'hui avec la situation à Gaza, qui est également l'illustration parfaite, et surtout, Saïd Bouhamama, il faut le dire, le parallèle est immédiatement fait aussi avec le néocolonialisme. Quelle différence y a-t-il? Donc, 3 questions en une, quelque part. Alors, d'abord, malheureusement, c'est encore d'actualité. On a cité la Palestine. J'ai cité le Sahara, mais on peut citer également la Kanaki, qui voit aujourd'hui ses droits à l'indépendance niés par l'État français, et un peuple qui a déjà perdu les 3/4 de sa composition. Donc le génocide est bien avancé, le remplacement est bien avancé. On a ces dimensions-là qui se mettent en place, mais on a aussi d'autres formes de colonialisme qui consistent à mettre en place des gérants locaux, c'est-à-dire des puissances alliées à qui on confie un surarmement et des moyens financiers pour qu'ils prétendent gérer au nom des grandes puissances l'ensemble de la région. Je crois par exemple que le Rwanda peut jouer cette fonction-là dans une partie de l'Afrique. Je pense que certains pensent que le Maroc pourrait être un bon relais local, un bon giron local pour l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a de nouvelles formes de contrôle de toute une région et de négation de la souveraineté nationale des peuples. Oui, c'est vrai que Saïd Bouhamama, finalement, à ces pays, que reste-t-il? C'est-à-dire lorsqu'on voit par exemple que le colonialisme de peuplement sévit toujours, peut-être pas de la même manière que l'ancien modèle, à savoir que les colonisations se faisaient justement avec, si vous voulez, le transport de tout un armada militaire. Aujourd'hui, on peut s'en passer juste par une hégémonie économique, et c'est ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous ne pensez pas que nous assistons finalement de la même manière que par le passé, dans les années 60 ou dans les années 70, à un colonialisme de peuplement, mais seulement revisité avec les moyens de ce que offre aujourd'hui cette modernité? Absolument, absolument. Vous savez, le colonialisme, ce qui réunit toutes les formes de colonialisme, c'est la mise en dépendance d'une économie vis-à-vis d'une autre économie. C'est lorsqu'une économie fonctionne pour les besoins d'une autre économie et non pas pour les besoins de sa population. Donc ça peut prendre une forme d'intervention directe, comme ça peut prendre la forme d'une mise en dépendance économique. Il suffit de regarder aujourd'hui les règles du commerce international, les règles de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, pour s'apercevoir que beaucoup des règles sont en réalité des règles qui mettent en dépendance et qui viennent violer la souveraineté des États. Et c'est justement cela qui est remis en cause aujourd'hui par de plus en plus de nations qui légitimement veulent avoir accès au développement économique, qui légitimement veulent avoir des règles de commerce mondial plus équilibrées, et qui sont dans cette dynamique de création d'un monde multipolaire. Et c'est ce monde multipolaire qui fait craindre à certaines puissances leur perte d'hégémonie.
Eh bien, justement, à ce propos, Saïd Bouamama, est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que cette approche reste viable sur le long terme ou pourrait-elle entraîner des conséquences, par exemple, imprévues ou des réactions même négatives? Alors, vous savez, si l'on regarde aujourd'hui les évolutions sur le long terme, on est contraint de s'apercevoir que sur le plan de l'innovation technologique, eh bien, ce ne sont plus les grandes puissances occidentales qui sont les premières. Oui. Sur le plan du développement commercial, ce ne sont plus elles. Sur le plan des progrès diplomatiques, ce ne sont plus elles. Bref, on a toute une série de nations qui ont décidé de se prendre en main de manière plus ou moins contradictoire, plus ou moins coordonnée, peu importe, mais qui, aujourd'hui, sur une base pacifique, l'emportent sur toute une série de domaines. Et la seule manière pour les puissances occidentales aujourd'hui de maintenir leur hégémonie, c'est malheureusement le recours à l'armée. L'intervention en Iran des États-Unis n'est pas neutre, elle est un indicateur que pour ne pas perdre son hégémonie, certaines puissances sont prêtes à tout, y compris à mener le monde au bord de la catastrophe. Eh bien justement, pour un petit peu réitérer ma question, y a-t-il réellement une différence aujourd'hui entre ce concept qu'est le colonialisme des peuplements ou le néocolonialisme? Est-ce qu'il y a des concepts ou est-ce que ce sont deux parallèles ou est-ce qu'il y a quand même un moment où les deux concepts se rencontrent? En fait, c'est la même logique de dépendance, donc les deux concepts sont comparables, mais avec des moyens différents. Pour le colonialisme de peuplement, il s'agit d'implanter une migration qui vient minoriser le peuple indigène et qui vient le rendre minoritaire chez lui. Et dans le néocolonialisme, c'est une mise en dépendance économique avec toujours la menace d'une intervention militaire si jamais il y a remise en cause des règles. Saïd Bouamama, finalement, lorsqu'on parle de colonialisme, on l'a compris de manière un peu, si vous voulez, évidente. Lorsqu'on parle de colonialisme de peuplement, cela implique aussi, et ça va de pair, colonialisme de dépeuplement, parce que finalement, pour peupler, il faut aller vers le dépeuplement de la population ou de la région autochtone, finalement. C'est sur ça que Absolument, on tout peut se prendre joue. absolument, on peut prendre deux exemples historiques, hein. L'un est malheureusement celui de l'Algérie, même si nous l'avons emporté sur le long terme, mais entre 1830 et 1870, donc en moins de 40 ans, c'est près d'un tiers, hein. Les évaluations sont encore en discussion, mais c'est entre un tiers et 50% de la population qui disparaît. Et ça n'est qu'après qu'il y a un renouveau démographique. Et donc on avait un vrai projet génocidaire en Algérie qui n'a pas réussi, heureusement, mais il y a eu un vrai projet génocidaire. Quant à la Kanaki, on est passé de 100 000 habitants à un siècle plus tard, 25 000 habitants indigènes, je parle bien des indigènes, qui ont été remplacés par des colons et qui rendent aujourd'hui la situation dramatique du peuple Oui. kanak où il est minoritaire dans son propre pays. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui a changé finalement? En fin de compte, on va dire que depuis 1830 jusqu'à 1890, jusqu'au jour où on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui a finalement changé dans cette, si vous voulez, dans cette approche de colonialisme de peuplement? Est-ce que quelque chose a changé? Si ce n'est que finalement l'objectif est le même, peut-être que le procédé est bien sûr plus sophistiqué, plus moderne, n'est-ce pas? Absolument. On a des discours de légitimation. Vous savez, à chaque fois qu'on opprime un peuple, on a besoin de le légitimer. Oui, Et les discours de légitimation donc, connaissent des c'est ce qui se passe mutations à Raza. en fonction de l'état du monde. Et donc, on n'a plus de discours aujourd'hui qui sont des discours sur des sauvages à civiliser, mais on a des discours sur des populations qui sont dangereuses. Et donc, les Palestiniens, ceux qui sont tués aujourd'hui, sont présentés comme des terroristes et comme des gens dangereux. On avait déjà connu ça dans le passé, mais ça prend une ampleur particulièrement forte aujourd'hui. On va avoir inévitablement, avec ce retour des interventions directes militaires, on va avoir le retour de discours du passé que l'on pensait révolus. Donc je pense qu'on va voir revenir des discours sur la mission civilisatrice. Ici, le débat politique en France le montre assez bien. On voit bien que toute une partie de l'opinion à l'extrême droite ici retrouve la matrice coloniale et reste dans la matrice coloniale. Donc on va voir revenir ces discours de légitimation.
Oui, c'est vrai que les discours de légitimation prennent quand même, si vous voulez, de nouveaux aspects. C'est le cas à Raza, par exemple, où on parle de légitime défense. Il y a eu plusieurs, quand même, disons, prétextes inventés de toutes pièces. Le problème, c'est que ne pensez-vous pas aujourd'hui, Saïd Bouamama, que ces conflits sont principalement motivés par des intérêts économiques, politiques, ou est-ce qu'il y a réellement d'autres facteurs qui sont cachés derrière ou c'est, si vous voulez, les raisons qui nous sont livrées? Vous savez, c'est tout le drame du peuple palestinien. C'est qu'il Hmm. se situe à un endroit de la planète qui est un endroit qui est considéré depuis longtemps par les travaux géostratégiques comme étant une des clés du contrôle du monde. Dans un monde où les peuples ne seraient pas en collaboration, dans un monde où c'est les rapports de force qui dominent, le contrôle de cette région donne un point d'accès sur les flux commerciaux. La région se situe à l'intersection de trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il est depuis des siècles et des siècles un des lieux de passage commerciaux essentiels. Il a également des ressources pétrolières et gazières qui sont importantes. Il a Oui, des détroits de passage qui sont cruciaux. Autrement dit, le contrôle de cette région pour un certain nombre de grandes puissances est essentiel. D'ailleurs, le projet sioniste, dès sa naissance et avant même sa naissance, c'est construit et c'est légitimé, c'est oui, vendu aux grandes puissances en disant si vous nous soutenez à créer un État dans cette région, nous allons être votre gardien local, nous allons être votre gérant local. Avant la déclaration Balfour, on a toute une série de démarches du mouvement sioniste vis-à-vis des grandes puissances, de toutes les grandes puissances, y compris les grandes puissances qui étaient d'ailleurs racistes, antisémites, où on allait les voir en leur proposant de vendre l'idée d'un État gérant local. Et c'est bien entendu donc les ressources économiques qui déterminent aujourd'hui. Le reste, ça n'est que pour vendre la guerre. Vous savez, une guerre, il faut la vendre. Il faut obtenir un consentement, sinon les peuples se révolteraient, les peuples français, états-uniens, etc. Et donc il faut faire consentir à la guerre, et pour faire consentir à la guerre, il faut écrire un roman. Et on invente un roman, et aujourd'hui en Palestine, le roman, c'est l'inversion de la réalité. Ce sont les Palestiniens qui sont opprimés et on nous présente la population israélienne comme étant en danger. Ce sont les Palestiniens qui envolent les terres et on présente l'État d'Israël comme menacé de disparition. Bref, on a une inversion de la réalité pour obtenir un consentement à la guerre. très bien. Alors dans ces cas-là, il y a quand même une prise de conscience de ces populations qui sont colonisées, même en Europe, hein, je veux dire même au sein de ces pays qui se disent quand même, si vous voulez, le sommet ou les déteneurs de ce qu'on appellerait cette démocratie, de cette civilisation, même les populations commencent un petit peu à prendre connaissance qu'effectivement, il y a un facteur qui s'appellerait le colonialisme, le néocolonialisme, que ce n'était pas un leurre, que c'est une vérité qui aujourd'hui est en train de prendre de plus en plus forme. Alors, qui finalement doit changer cette donne ou cette réalité, ou du moins l'inverser, ou du moins provoquer l'éveil, si ce n'est les coloniser eux-mêmes? Parce que c'est ça aussi que vous avez quand même abordé lors de votre article que vous avez publié. Absolument. Nous avons aujourd'hui deux clés pour la résolution de la question palestinienne. La première, et je n'ai aucun doute là-dessus, c'est le maintien de la résistance palestinienne. Vous savez, une des leçons que donne Frantz Fanon et que donne aussi l'histoire de toutes les luttes de libération nationale, c'est que tant qu'il y a oppression, il y a résistance. Bien Mm. sûr, les formes de la résistance peuvent varier d'un moment historique à l'autre en fonction des rapports de force, en fonction des alliés disponibles, en fonction de ce qui est possible en termes de soutien, mais tant qu'il y a oppression, il y a résistance. Pour que la résistance s'arrête, il faut faire disparaître le peuple colonisé, c'est-à-dire aboutir à un génocide complet. Et donc le peuple palestinien continuera sa résistance. Sa longue histoire jusqu'à aujourd'hui montre Oui. qu'il est passé d'une forme de résistance à l'autre. Rappelons-nous quand les résistants palestiniens avaient été expulsés du Liban pour aller en Tunisie, en Algérie, etc., lorsqu'ils avaient été contraints de partir, on sabrait le champagne à Tel Aviv en disant c'est la mort de la résistance. Et on a eu quelque chose d'assez magique, un peu comme les journées de décembre 60 en Algérie, où le peuple, conscient que sa résistance était momentanément en difficulté, est descendu dans la rue. C'est l'ensemble du peuple qui est entré en résistance avec les intifadas. Eh bien, on a donc un peuple qui va
continuer une résistance dans des formes que personne ne peut prédire. Ça, c'est le premier élément de la clé, et il n'y a aucun doute là-dessus. Le second élément dépend de nous tous. Le second élément, c'est de poursuivre ce qui a été commencé. Vous savez, depuis 1948, pour la première fois, on a un État israélien considérablement affaibli sur le plan moral et sur le plan de la légitimation. Je parle, moi, dans mes écrits, de défaite morale. Israël dans une défaite morale. Jamais le discours sioniste n'a été autant décrédibilisé. Il n'y a jamais eu autant de manifestations en soutien au peuple palestinien. Il n'y a jamais eu autant d'États qui sont critiques vis-à-vis de cet État. Le nombre d'États qui déclarent vouloir prendre des distances avec Israël, etc. Bref, on a une mobilisation de l'opinion publique. Le génocide a été tel que nous sommes dans une phase de défaite morale. Il faut approfondir cela. Ces deux éléments-là, cumulés, finiront par effectivement provoquer, au-delà de la défaite morale, une véritable crise politique en Israël. Et toutes les colonisations ont commencé par des crises politiques du colonisateur. Rappelons-nous en Algérie, les crises de la fin de la guerre d'Algérie, les coups d'État des généraux, etc. Tout à fait. Quand un colonisateur entre en crise politique, c'est que la solution est au bout du chemin. Ben justement, on a vu avec vous que finalement, on a un petit peu, si vous voulez, levé le voile sur le fait que certaines puissances cherchent donc la déstabilisation de certaines zones, pour mieux servir leurs intérêts. Mais on va dire qu'aujourd'hui, ce qui se joue, Saïd Bouamama, en moins de 2 minutes, je vous le demanderai, donc d'essayer de déchiffrer, de nous expliquer réellement, est-ce qu'on est en train d'assister à un recentrage du capitalisme quelque part ? Pour ne pas dire impérialisme aussi. Je pense qu'effectivement, on est dans une phase dans laquelle la crainte de perdre l'hégémonie fait revenir le capitalisme et l'impérialisme à des formes de prédation qu'il avait été obligé de limiter, de moduler par les luttes de libération nationale des années 60, par les revendications d'un ordre économique international plus juste, par des rapports de force qu'avaient réussi à mettre en place les peuples, par l'existence aussi d'un monde bipolaire avec l'URSS à l'époque, et que aujourd'hui, eh bien, il revient à des formes pures. Et je pense que ça doit signifier que chacune des nations doit se préparer et à toute éventualité. La prédation peut mener à tout, pour peu qu'on soit dans un endroit géostratégique ou qu'on dispose de richesses qui peuvent attirer l'impérialisme. Merci beaucoup Saïd Bouamama, je vous remercie d'avoir été bref, d'avoir été concis et très clair. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation, auteur de plusieurs ouvrages concernant justement les enjeux géopolitiques en Afrique ou en Moyen-Orient ou encore en Amérique latine. Je rappelle également que vous êtes journaliste éditorialiste, que vous publiez souvent justement sur les questions d'actualité, à savoir l'Iran, Gaza ou encore tout ce qui passe au Moyen-Orient. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous rappelle surtout que vous étiez avec nous en exclusivité sur l'Échiquier International. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier International. Au revoir.